C'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve ce soir dans cette salle inhabituelle pour des réunions de notre famille politique, pour un sujet qui l'est tout autant, mais pour un sujet qui, sans doute, va être au cœur d'une grande révolution sociétale, économique, qui va vraisemblablement bouleverser nos vies, nos modes de vie, nos fonctionnements, nos relations sociales, nos économies. Et donc je crois qu'il était essentiel, capital, et en tout cas c'est ce que j'ai souhaité, c'est ce que ensemble nous avons voulu, qu'au moment où la droite engage sa grande réflexion à travers ces États généraux que nous avons ouverts l'été dernier, pour poser notre corpus idéologique en début d'année 2024, pour définir notre chemin, notre cap, pour être au rendez-vous de l'alternance au plus tard en 2027, moment de l'élection présidentielle, eh bien, il me paraissait inenvisageable, inimaginable, qu'on ne se saisisse pas de ce grand défi du futur, de l'avenir, du présent d'ores et déjà, puisque d'ores et déjà, l'intelligence artificielle bouleverse nos vies avec une vitesse sidérante, et ce que nous allons vivre dans les mois et dans les années à venir constituera, je redis ce mot, une véritable révolution. Oui, ce que nous allons vivre est une révolution. Avec l'intelligence artificielle, et nous allons en débattre ce soir, et je veux très sincèrement remercier tous les intervenants qui vont, dans quelques instants, à l'invitation de Geoffroy Didier, qui est le grand organisateur de ces États généraux, que je remercie très chaleureusement. Avec Alexandra Borchio, avec nos parlementaires qui sont ici. Nous sommes heureux d'accueillir, qui vont se succéder tout au long de la soirée, presque de la nuit, Raphaël Dohan, que je salue, historien de l'Antiquité et cofondateur du projet Vestigia, qui est un laboratoire destiné à renouveler la découverte de l'histoire grâce à l'intelligence artificielle, et qui est l'auteur de « Si Rome n'avait pas chuté », qui est un récit écrit par l'intelligence artificielle et qui va échanger tout à l'heure, ouvrir le dialogue avec l'application ChatGPT-4 qui on verra qui gagnera cet échange, qui sortira vainqueur de ce débat, de ce duel. Voilà, peut-être que nous aurons demain des futures têtes de liste qui pourront débattre avec efficacité dans ce cadre. C'est une boutade, rassurez-vous. Nous aurons ensuite le privilège d'avoir un échange avec Kent Walker, qui est le directeur des affaires globales et juridiques de Google Monde, qui échangera avec Geoffroy. Nous aurons un décryptage par Gontran Pebez, qui est partenaire intelligence artificielle de OnePoint, et Luc Julia, ingénieur et informaticien spécialisé dans l'intelligence artificielle et fondateur de l'assistant vocal Siri. Sur la deuxième partie, nous évoquerons les pépites françaises de l'intelligence artificielle avec Damien Gromier, qui est fondateur de All for Health and All for the Planet. Nous aurons une tête d'affiche de l'IA en matière de santé avec Thibaut Duchemin, qui est fondateur de Ava, une application qui utilise l'IA. Nous aurons une jeune entrepreneuse, Grace Merbé, qui est fondatrice de Outmind. Nous aurons Nicolas Brien, fondateur d'une start-up en matière de sécurité et de défense. Et nous ouvrirons la troisième partie avec la question essentielle, intelligence artificielle générative, deepfakes, faut-il reprendre la main, avec l'intervention du docteur Laurent Alexandre, que je remercie, et puis une table ronde avec Éric Sadin, Constance Pavléas, Olivier Babot, qui est déjà là, que je remercie, Laurence de Villers
Voilà, donc une soirée dense, des intervenants de très grande qualité. Merci à eux, merci à vous d'être là et de donner ce relief, cette dimension à cet instant, à ce moment qui place notre formation politique au cœur des grands enjeux d'avenir. Voilà, cette soirée, ces nuits, nous l'avons fait récemment sur l'écologie, nous le faisons sur l'intelligence artificielle. Il y aura bien entendu beaucoup d'autres rendez-vous, réinstalle notre formation politique à la place qu'elle n'aurait jamais dû quitter, c'est-à-dire celle du débat, celle des idées, celle du futur et celle de l'innovation. Nous sommes dans un pays en très grande difficulté, où le déclin nous guette, où les maux qui nous entourent installent un climat de défiance vis-à-vis de l'avenir. Nous relèverons justement les défis du futur par des idées neuves, par la recherche, par le progrès, par la science, et nous devons être non pas les suiveurs, mais les moteurs de cette évolution. C'est tout le défi qui est devant nous ce soir. Alors, je voudrais dresser quelques axes de réflexion déjà pour installer ce débat qui nous invite d'abord à ne pas détourner le regard. Nous sommes face à une rupture dont nous devons mesurer l'importance. Soyons conscients que l'intelligence artificielle ouvre une ère nouvelle tout simplement de l'histoire humaine, pas moins. Voilà. Il faut mesurer ce défi. L'ère de l'homo numericus, une ère où l'activité humaine s'organise, d'ores et déjà, mais s'organisera encore plus autour des technologies et des outils numériques. Ne détournons pas en effet notre attention des bouleversements déjà à l'œuvre et qui vont, je le redis, s'amplifier à un rythme frénétique ou effréné. Si l'IA nous fait peur, la peur ne doit pas nous dominer. N'ayons pas peur, pour reprendre cette invitation de Jean-Paul II, car s'il y a des périls évidents, et ils sont incontestables, et on en parlera ce soir aussi, en toute vérité, en toute liberté, il y a aussi des progrès gigantesques, considérables, extraordinaires, qui s'annoncent, notamment en matière médicale. Et il y a aussi des opportunités considérables en matière d'organisation du travail et des relations sociales. Alors, nous avons peut-être d'abord à évacuer ou à poser nos craintes qui sont là, qui nous conduisent à évoquer une forme de totalitarisme numérique que certains dessinent, que tous redoutent. Oui, commençons peut-être par poser ces craintes. L'IA inquiète certains, peut-être même beaucoup, puisque 67% de nos compatriotes se déclaraient aujourd'hui, dans une récente enquête, inquiets devant les avancées de l'intelligence artificielle. Une proportion en forte hausse, puisque ce chiffre n'était que de 53% au début de l'année. Donc on voit qu'avec les avancées de l'IA et la perception qui arrive dans l'actualité, toujours avec un peu de retard, les inquiétudes gagnent. Ces craintes, elles doivent être entendues, écoutées, à tout le moins, car elles sont souvent légitimes et nous devons naturellement y répondre par des solutions et non pas par des peurs supplémentaires. Elles sont légitimes, pourquoi ? Parce qu'elles pourraient entraîner des conséquences majeures sur nos vies. Elles menacent peut-être, et c'est sans doute un des risques premiers, nos processus délibératifs et donc démocratiques. Et on voit bien la menace de l'influence sur les processus, sur les modes d'information, et au-delà, ce qui est sans doute terrifiant, sur les processus de vote.
elle peut également menacer l'intégrité même de notre rapport à la vérité, avec la génération des fausses images, des fausses vidéos. Elle pourrait, demain, permettre une surveillance généralisée et la classification systématisée des citoyens. Plus dangereux peut-être encore, les systèmes d'IA génératives peuvent fournir des informations politiquement orientées qui donnent des apparences de vérité, qui se donnent des apparences de vérité. Il pourrait donc, dans l'absolu, demain, si on y prend garde et si on ne pose pas certains garde-fous, mettre en péril ou tout simplement faire disparaître le débat démocratique en éloignant arbitrairement des opinions ou des faits pour les substituer par des idéologies ou par des opinions qui deviendraient des alliés du wokisme et de tous ceux qui pourraient s'assimiler à une forme de standardisation des esprits. En somme, la société orwellienne pourrait quitter les rayons de la littérature pour rejoindre ceux de la réalité politique. Cette dystopie numérique, nous pouvons déjà la voir dans certains régimes autoritaires, et tout le monde a à l'esprit ce qui commence à se passer, ce qui se passe déjà en Chine. Face à ce contre-modèle, notre système démocratique, fondé sur la transparence des informations, la sincérité des débats, apparaît bien fragile. Nous devons nous protéger, donc, face à la possibilité d'une forme d'autoritarisme automatisé qui n'en reste pas moins aux mains de ceux qui contrôleraient demain les algorithmes. C'est d'ailleurs, et je veux l'en féliciter très chaleureusement, tout le sens de l'acte européen sur l'IA dont Geoffroy Didier a été un des promoteurs au Parlement européen. Sur ces grandes questions qui intéressent la souveraineté, qui interrogent la souveraineté du continent tout entier et de toutes ces nations dans un monde de plus en plus dangereux, n'oublions jamais combien l'échelon européen est et sera l'échelon utile, donc, et le seul sans doute, l'échelon pertinent et par voie de conséquence efficace. Oui, c'est un combat que nous devons mener à l'échelle européenne. Le modèle chinois n'est cependant pas le seul totalitarisme numérique qui nous menace et ne constitue pas sans doute la première des menaces. La révolution de l'IA, c'est aussi l'émergence de ces quasi-États que deviennent les grandes entreprises internationales du numérique. Comme les États les plus autoritaires, ils peuvent exercer la censure sur l'information, peuvent conditionner notre accès à la culture, superviser nos conversations et organiser notre sociabilité. Ils envisagent de développer leur système monétaire, s'octroient la propriété de territoires dématérialisés où ils exercent une forme de souveraineté. Non, nous devons le dire, les grandes entreprises internationales du numérique ne sont pas des multinationales parmi d'autres. Ce sont de véritables nouveaux États, souverains, en gestation, qui sont depuis déjà bien longtemps sortis des seules limites du numérique. L'exemple le plus éclatant, nous l'avons tous à l'esprit, se trouve dans l'espace. Lorsque Elon Musk lance SpaceX, il se hisse à la hauteur de ces grands États, employant 5 fois plus de personnes que l'Agence spatiale européenne. Ne sous-estimons pas la puissance de ces entreprises en souscrivant à l'idée d'une simple excentricité ou ambition d'un milliardaire
un peu fou. Ces entreprises, ces multinationales, ont la capacité, si nous n'y prenons garde, de porter un impérialisme nouveau fondé sur la puissance numérique. Face à eux, il nous faut bien sûr trouver un équilibre entre progrès technologique et respect de ce qui fait notre humanité. Il faut donc réguler les technologies à haut risque, comme le proposent nos parlementaires européens. Mais soyons lucides, cela ne suffira pas. Nous devons donc relever le gant et entrer dans la bataille internationale de la maîtrise de l'IA en démultipliant nos investissements dans la recherche et en soutenant la création d'un modèle européen. Aussi bien pour faire face à Pékin qu'à la Silicon Valley, l'Europe doit devenir une grande puissance de l'intelligence artificielle et la France doit être en son sein le cœur de cette révolution. Dans ce domaine, nous ne pouvons pas nous contenter d'être les champions de la régulation, mais nous devons devenir les champions de l'innovation. C'est une question de géopolitique, c'est une question de souveraineté. Je crois que nous avons toutes les ressources, et ne soyons pas timorés, pour faire face à ces empires numériques. Nous avons en France les meilleures écoles, les meilleurs ingénieurs, parmi les meilleurs, allez, soyons chauvins. Nous les formons souvent à perte, au profit de sociétés américaines qui les emploient. Investissons donc dès maintenant, massivement, pour les maintenir sur le territoire national ou à tout le moins européen. Je partage d'ailleurs le constat de Xavier Niel, dont je salue la volonté d'investir plusieurs centaines de millions d'euros dans le projet d'une IA européenne. Ce sont de tels projets que nous devons soutenir et encourager. Mais aux côtés de l'innovation technologique, relevons aussi, c'est peut-être un préalable, le défi de l'innovation juridique. Cessons de vouloir affronter ces problèmes qui sont inédits, qui sont nouveaux, qu'on maîtrise mal, qui sont radicalement nouveaux avec nos vieilles recettes et avec nos vieilles méthodes. Les temps révolutionnaires appellent des réponses et des réformes révolutionnaires. Et puisque la puissance des algorithmes dépend de la mise à disposition de nos données personnelles, nous voulons proposer d'appliquer à ces données le droit de propriété. La propriété, c'est la liberté, c'est l'émancipation, la souveraineté individuelle, la souveraineté collective. C'est un droit, aussi ancien que l'avancée de la démocratie, des libertés. C'est un droit placé au cœur de notre modèle civique et démocratique, et un principe auquel le droit a intimement lié son destin et son identité. En appliquant le droit de propriété aux données personnelles, nous réaffirmerons l'existence de l'individu face à l'algorithme et au servage numérique. Ce nouveau droit de propriété, c'est la possibilité pour chacun d'entrer dans un contrat d'égal à égal et de ne plus permettre l'enrichissement démesuré des GAFAM grâce à la monétisation de données qui leur sont cédées gratuitement. Ce nouveau droit de propriété, c'est aussi la possibilité pour chacun de refuser le partage des données personnelles et de pouvoir payer dès lors le prix pour accéder à un service garant de la vie privée, ou d'être payé si nous y renonçons. Seul le droit de propriété, j'en suis profondément convaincu, permettra de garantir demain une maîtrise réelle de nos données. Seule la création d'un marché des données pourra rééquilibrer les rapports de pouvoir entre les plateformes et leurs utilisateurs en dotant chacun d'entre nous d'un véritable capital.
Cette proposition est défendue aux États-Unis par plusieurs intellectuels d'envergure et en France par le think tank Génération Libre. Deuxième enjeu, accompagner la révolution du travail. L'autre grand domaine de crainte pour nos concitoyens, où nous avons une responsabilité majeure, c'est le monde du travail. Toujours dans la même enquête, 49% des Français nous disent qu'ils perçoivent l'IA comme un danger pour l'emploi. Cette crainte, au demeurant, n'est pas infondée. Selon l'OCDE, 27% des emplois qui existent aujourd'hui pourraient demain être menacés, remis en cause par l'intelligence artificielle. Et pour les emplois qui survivraient, de nombreuses tâches n'en disparaîtraient pas moins. On estime ainsi que l'IA pourrait détruire des tâches à hauteur des 2/3 du temps de travail. De nouveau, prenons cette crainte comme la volonté de la transformer en chance. Cette crainte, je crois, doit nous inspirer des solutions innovantes. Et j'oserais dire qu'elle doit même nous inspirer de l'enthousiasme. Parce que derrière la révolution actuelle, déjà à l'œuvre, dans le monde du travail, va s'amplifier et elle peut, et tout l'enjeu est là, elle peut s'amplifier positivement. Elle va ainsi nous libérer des tâches les plus fastidieuses, les plus ingrates, les plus répétitives, celles qui, quelque part, portent le plus atteinte à une forme de dignité humaine. Elle peut demain réduire le risque d'erreur, améliorer la performance, dégager des gains de productivité considérables, dégager des espaces de temps libre très importants. Et pour accompagner ce grand chambardement qui s'annonce, nous devrons aussi adapter notre droit du travail. Et nous ne pouvons pas aborder l'ère du travail numérique avec un droit du travail hérité de l'ère industrielle. La révolution industrielle n'aurait d'ailleurs pas pu se faire en conservant le droit de l'Ancien Régime. Donc, nous avons besoin de flexibilité, nous avons besoin d'adaptabilité, et notamment pour aborder la question de ces heures de travail qui vont être libérées par l'intelligence artificielle et qu'il nous faudra redéployer. Ce sera aussi l'occasion de remettre en valeur les métiers de l'artisanat, de la technique manuelle, ceux qui ont une véritable plus-value individuelle, qui repose sur un savoir-faire, sur un talent, sur une culture, et qui seront sans doute moins menacés et seront donc mieux valorisés. En réalité, je crois que ce qui disparaîtra, c'est surtout ce qui a servi l'employé de bureau, et notamment l'employé administratif. Demain, l'IA peut être un outil de liberté face à la bureaucratie, notamment à l'hôpital. On estime qu'il y a 40% de tâches administratives à l'hôpital aujourd'hui, 40% des fonctionnaires, des agents de la fonction publique hospitalière se consacrent à des tâches administratives à l'hôpital, ce qui est d'ailleurs un vrai problème, notamment pour nos finances publiques et pour notre modèle de santé. Mais cet outil de liberté face à la bureaucratie peut se révéler stratégique en la matière pour les personnels soignants. L'administration pourrait s'automatiser et l'hôpital donc se recentrer sur sa mission de soins, elle-même considérablement renforcée par le progrès technique. L'IA pourra aider à désengorger nos services d'urgence ou encore nous permettre de lutter contre les déserts médicaux, problématique majeure dans les deux cas aujourd'hui pour notre pays. Nous pourrons aussi, docteur, envisager, on en parlait à l'instant, l'amélioration des diagnostics, notamment pour
ce défi qu'on n'est toujours pas arrivé à relever, cette maladie qui touche de plus en plus de nos concitoyens et de citoyens du monde, que sont les cancers aujourd'hui ou les maladies dégénératives. Troisième défi, on a vu le défi juridique, on a vu le défi de l'organisation du travail, c'est le défi de notre insertion dans cette ère du numérique. La révolution numérique, si nous l'acceptons, et je crois qu'on n'a pas vraiment le choix, donc le seul choix, c'est de nous en emparer pour la maîtriser, peut-être une révolution de la performance. Nous étouffons aujourd'hui sous le poids d'une bureaucratie paralysante. Eh bien, nous pouvons nous en libérer. Nous avons un outil de débureaucratisation qui peut s'avérer extraordinairement performant pour autant que l'État opère sa mue numérique. Dans ce domaine, nous allons beaucoup trop lentement, alors même que les progrès potentiels sont immenses. La possibilité de guichets ouverts 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, alors que là, les guichets sont ouverts quand ceux qui travaillent ne peuvent pas y avoir accès. Pour les agents de l'État, ce sont autant de tâches fastidieuses qui, pour reprendre la formule du général de Gaulle, pourraient rejoindre la douceur des lampes à huile, la splendeur de la marine à voile ou le charme du temps des équipages. C'est ce qu'écrivait le général de Gaulle en évoquant le progrès de l'industrie en 1960. Cette entrée nécessaire de l'État dans l'ère du numérique doit être indissociable du maintien d'aides spécifiques à destination des populations qui resteront, il faut bien en avoir conscience, et notamment les plus âgés, partiellement en marge de cette révolution. Elle devra aussi s'accompagner d'une véritable formation ambitieuse et approfondie de tous les agents de nos fonctions publiques. Elle devra enfin s'accompagner de la mise en place dans nos écoles, nos collèges et nos lycées d'une véritable éducation au numérique et à l'intelligence artificielle. Alors, tout de suite, poser ce diagnostic appelle encore, toujours le cas, c'est cet équilibre entre espérance extraordinaire, progrès, et puis inquiétude et danger. Mais dans le domaine éducatif, les périls et les progrès se côtoient également. C'est pour cela que nous devons être capables de saisir les seconds tout en conjuguant les premiers. Beaucoup de professeurs évoquent aujourd'hui les possibilités immenses de triche induites par l'intelligence artificielle. Naturellement, elles sont réelles, mais faut-il pour autant diaboliser globalement l'outil, le bannir de nos écoles? Je ne le crois pas. Pour éviter la triche, revenons simplement à des solutions de bon sens, pour éviter que l'intelligence artificielle ne rédige les copies de nos enfants. Rappelons simplement qu'un devoir noté, destiné à contrôler l'acquisition des connaissances, se fait sous surveillance en classe, avec un papier, un stylo, sans téléphone ni ordinateur. Nous acceptons également d'éduquer nos enfants à l'usage utile et citoyen de l'outil numérique et de l'IA, non pas pour tricher, mais pour optimiser l'apprentissage. Voilà quelques-uns des grands défis que ce soir nous allons évoquer, aborder avec beaucoup de compétences, beaucoup d'expertise. Dans tous les domaines d'application, notre devoir est de nous assurer que l'intelligence artificielle sera un outil transparent face auquel l'individu pourra agir en conscience et sans renoncer à sa propre souveraineté. Voilà, mes chers amis, en peu de mots, le défi qui est le nôtre face à ce que certains peuvent qualifier d'impérialisme numérique, des ingénieurs de Pékin comme des transhumanistes de la Silicon Valley.
Nous devons assumer fièrement cet esprit qui réunit les impératifs de souveraineté de l'individu, de régulation par la transparence et de poursuite de l'innovation. Si nous vivons dans le monde qui est le nôtre, c'est parce que les générations qui nous ont précédés n'ont pas cédé à leur peur face aux révolutions qu'elles ont provoquées, traversées et parfois même subies. Alors, si ce que nous vivons est d'une radicalité sans précédent, ne sous-estimons pas les ruptures qui sont intervenues hier, celles du chemin de fer, de la voiture, de l'avion, du gaz, de l'électricité, de la radio, de la télévision, du téléphone, du smartphone. Notre monde a changé, comme jamais en l'espace d'un siècle, de façon encore plus accélérée au cours des dernières décennies, certes à un rythme qui pourrait donner le vertige. Et donc ces périodes de vertige donnent de grandes responsabilités. Ne laissons pas filer l'intelligence artificielle entre nos mains, ne la laissons pas profiter à des valeurs qui ne sont pas les nôtres, mais ne laissons pas pour autant, alors qu'elle peut nous apporter tant de progrès, devenir l'outil d'une servitude nouvelle. Pour ce faire, retrouvons cet enthousiasme flamboyant qui a caractérisé la France à d'autres époques de rupture, face à un monde dont les limites ne cessent de s'élargir, face à l'immensité des bouleversements que nous vivons et de ceux plus grands encore qui s'annoncent, acceptons ce défi et relevons-le la tête haute, c'est-à-dire un homme libre, dans la liberté, la souveraineté et surtout dans l'espérance. Très bons travaux à tous. Merci de votre participation.